Donc, bon, juste pour rappeler les fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à présent, donc, nous avons vu tout ce qui est en rapport avec la notion de formule. Donc, on pourrait dire qu'on est déjà capable de mettre en place des calculs en saisissant correctement des expressions, bien des formules, basées sur deux notions principales, la notion de référence relative ou absolue, ou bien basée aussi sur la notion de fonction intégrée. C'est-à-dire que pour faire des calculs, on pourrait donc construire des expressions en allant chercher des valeurs de cellules qui vont intervenir dans la formule, bien sûr qui va se traduire par les adresses de ces cellules-là, ce qu'on a appelé les références. Nous avons vu que pour certains calculs, il faudrait travailler avec des références relatives, pour d'autres, il faut travailler avec des références absolues, des fois avec une combinaison des deux, ce qu'on a appelé des références mixtes. Alors, mais pour faire aussi des calculs, souvent on a besoin de travailler avec des fonctions intégrées, comme par exemple dans l'exercice qu'on a fait dernièrement, ou en dernier lieu, à travers lequel on a calculé les remboursements pour des investissements à remboursement et à prix constant. On a dû travailler avec une certaine fonction intégrée qui s'appelle VPM, qui nous a permis de faire le calcul. Alors aujourd'hui, donc, nous allons vers une autre fonction ou fonctionnalité, celle qui nous permet de représenter des données graphiquement. Vous savez très bien que quand on a beaucoup de données, quand on a des listes qui sont assez grandes, c'est difficile de synthétiser les données de ces listes. Par exemple, c'est difficile de repérer une valeur minimale ou bien de repérer une valeur maximale dans la liste. C'est difficile d'avoir une idée sur la moyenne, sur une valeur moyenne. À travers, par exemple, des centaines ou bien des dizaines de lignes, c'est pas évident. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de représenter ces données sous forme graphique, ce qui va nous permettre des lectures et des interprétations faciles. Donc, vous, par exemple, en tant que futur ingénieur, futur cadre, donc, qui sont appelés à résoudre des problèmes, donc souvent, les résolutions vont se traduire par des calculs. Vous allez trouver des résultats, donc de nombreux résultats, mais la meilleure manière de les interpréter, de les analyser, c'est de les représenter graphiquement. Excel nous permet de faire deux types de représentations graphiques, notamment des représentations 2D, comme par exemple des courbes, le fait de représenter une fonction scalaire, la représentation graphique d'une fonction scalaire. On a besoin souvent d'un graphe à deux dimensions, donc un axe X qui porte l'abscisse des X et un axe qui porte les images par f de X, ce qui nous permettrait de représenter la notion de courbe. Des fois, on pourrait donc, pour certaines données discrètes, on pourrait représenter par des histogrammes, des camemberts. Les camemberts, donc, c'est un peu c'est la notion de représentation en pourcentage, quand vous voulez voir les portions ou les proportions des parts de certains individus, vous pouvez représenter par des camemberts. Ça vous permet rapidement de savoir quelle est la plus grande part, la part du lion, quelle est la plus faible part, quelle est la part la moyenne, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des représentations en camembert. Alors, il y a aussi possibilité de représenter en 3D des données à deux variables, par exemple une fonction qui dépend de deux variables. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois rapidement, vers la fin de notre séance. On va reprendre ce travail-là. Le fait de représenter la gaussienne, par exemple, en deux dimensions, en 2D, ça nous permet de représenter des données sous forme de graphe 3D ou bien de surface 3D. Et sur Excel, on pourrait bien faire ce genre de représentation. Voici une petite illustration qui montre un peu les différents types de courbes qu'on pourrait, ou de graphiques qu'on pourrait générer. Donc, comme vous pouvez bien voir, donc, vous avez la notion d'aire, des aires, donc, des aires cumulées. C'est-à-dire vous représentez deux grandeurs sommatives, additives, deux grandeurs à additionner. Donc, vous représentez la première et vous représentez la seconde au-dessus, ce qui vous permettrait d'avoir une idée sur la somme. Ça vous permet même d'avoir une idée sur vous pouvez comparer les deux grandeurs. Vous pouvez comparer les données bleues et les données rouges. Ça vous permet de faire ce genre de comparaison. Mais l'objectif, c'est d'atteindre la somme, bien de construire la somme. C'est ce qu'on appelle justement la représentation en R. R qui veut dire surface. D'accord?
Il y a aussi la possibilité de représenter par des barres horizontales, ou bien des histogrammes. C'est aussi des barres, sauf qu'ils sont dirigés dans le sens vertical. Donc, soit des barres horizontales, ou bien des barres verticales qu'on appelle histogrammes. Vous pouvez représenter par des courbes. Ça vous permet d'avoir une certaine continuité, surtout pour représenter des grandeurs continues. Vous pouvez très bien se servir de la notion de courbe. Mais pour représenter des grandeurs discontinues, comme c'est le cas ici, ce n'est pas la peine d'utiliser des courbes. Vous pouvez utiliser des représentations en barre ou bien en histogramme. La notion de représentation en secteur, et pour ces différentes représentations, vous avez leur équivalent 3D. Par exemple, celle-là, vous avez ceci donc, en représentation 3D, terme 3D. Vous avez des histogrammes 3D, barres 3D, courbes 3D, c'est l'équivalent de celle-là en 3 dimensions. Vous pouvez aussi combiner plusieurs types de représentations le même graphique. Vous pouvez combiner entre la représentation par des courbes et la représentation en histogramme. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle des représentations en radar. Radar, en fait, c'est un peu comme la toile d'araignée. Ça permet de montrer un petit peu les sommets, donc ça représente un peu des valeurs par rapport à plusieurs axes. Si vous voulez analyser une certaine grandeur qui dépend de plusieurs facteurs, 3, 4 facteurs, par exemple. Vous voulez, par exemple, analyser les résultats d'un étudiant, mais vous ne voulez pas voir que la note. Vous voulez voir autre chose. Vous voulez voir la note, vous voulez voir l'âge, peut-être, vous voulez voir la provenance, d'où vient l'étudiant, le type de baccalauréat, par exemple. Ça vous permet d'avoir plusieurs dimensions selon laquelle vous allez interpréter les performances de l'étudiant. Vous allez alors faire ce qu'on appelle une représentation radar. Il faut juste des nuages de points. Quand on a juste une distribution de valeurs dans un espace, on pourrait donc très bien représenter de cette manière. Voilà, donc globalement, ici, cette image, elle résume un peu les différents types de représentations qu'on pourrait générer sous Excel. L'intérêt, bien sûr, c'est que c'est la visualisation graphique de données. C'est des données derrière que vous visualisez sous forme graphique. Et bien sûr, ce qui s'apprête mieux à l'interprétation. Alors, pour les histogrammes, donc, ça s'adapte pour les variables quantitatives, des variables quantitatives, comme par exemple l'âge, le salaire, le chiffre d'affaires. Souvent, on représente en histogramme de cette manière. Si vous voulez représenter la variation d'âge, l'âge dans la classe, je veux voir les variations d'âge dans la classe. Donc, je représente pour chaque étudiant une barre qui donne l'équivalent de son âge. Pour l'autre aussi. Et pour l'autre aussi, par exemple, pour notre classe, on aura 19 barres. On pourrait rapidement voir où est-ce qu'est le maximum, où est-ce qu'est le minimum, quel est l'âge minimal du groupe. Ça permet d'analyser ce genre de données. Donc souvent, quand on a des données de ce genre, où il n'y a pas de continuité, il serait judicieux de représenter en histogramme. On pourrait aussi réaliser des surfaces 3D, surtout pour représenter des fonctions à plus qu'une variable. Fonctions à 2 variables, à 3 variables. On pourrait donc très bien représenter ces fonctions par ce qu'on appelle des surfaces 3D. Quand on a une fonction à 3 variables, il faudrait alors toujours fixer la valeur de la troisième variable et représenter par rapport aux 2 autres qui restent. Parce qu'on ne pourrait pas représenter plus que 3 dimensions dans un graphique. Dans l'espace, on ne pourrait pas représenter plus que 3 dimensions. Donc, si on a une fonction à 3 variables, c'est-à-dire on a 4 dimensions. On a la fonction et les 3 autres variables. Ça fait 4 dimensions. Donc, on ne pourrait pas représenter sans la fixation de la valeur d'une variable, au choix. C'est-à-dire, vous fixez une variable x à une valeur x0 et vous représentez la variation par rapport à y et z. La variation de f par rapport à y et z pour un x fixé. Et vous pouvez donc changer le x et obtenir une autre représentation. Ça vous permet d'obtenir des représentations de ce genre. Par exemple, pour trouver la représentation de cette fonction, c'est la fonction f de xy, c'est pas f de x, f de xy égale 100 fois x carré moins y, le tout au carré, plus 1 moins x au carré. Donc, il dépend de 2 variables. Pour la représenter, on pourrait obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez bien que ça, c'est une représentation 3D. Il y a 3 axes.
voyez, il y a cet axe, celui-là, il y a celui-ci, et il y a la verticale. D'accord? Et on représente donc une sorte de surface. Bien sûr, on joue sur les couleurs pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir l'effet de 3D, on joue sur la notion de perspective, sur la notion de couleur. Vous voyez bien, par exemple, la couleur de ce plan. C'est une couleur qui est un peu foncée. Par contre, celle-là, on suppose qu'il est mieux exposé à la lumière. C'est une couleur qui est claire. Donc, en jouant sur la variation des couleurs, en fonction du point là où on se trouve, on pourrait donc très bien simuler l'effet de 3D. C'est ce qu'on appelle l'effet de la perspective. Il y a la notion de perspective. En réalité, c'est un peu ce que vous trouvez aussi sur le vidéoprojecteur. Si vous exposez à la lumière la bouteille, vous allez voir l'ombre sur le plan. C'est clair, mais est-ce que ça va apparaître à la même couleur? Non. Vous voyez, les points qui sont plus exposés à la lumière, c'est les points les plus proches. Ils apparaissent avec une couleur claire. Les points qui sont loin, par exemple, les points qui se trouvent là, ils sont plus foncés. D'accord? Donc, c'est un peu en jouant sur l'effet de la lumière, on pourrait projeter un objet sur un plan et ça montre un peu l'effet 3D. Donc, ce que vous voyez, l'ombre que vous voyez, il simule, ou quelqu'un qui va le voir, il comprendra que c'est une bouteille. C'est clair? C'est l'effet en fait de la lumière. Alors justement, pour mettre en application les différents types de graphiques, je vais vous proposer de faire un TP à travers lequel on va toucher aux différents types de graphiques. Je vais commencer par quoi on s'est arrêté la dernière fois, notamment la fonction gaussienne. Vous vous souvenez de la fonction gaussienne qu'on a voulu faire la dernière fois? La fonction comment? C'est ça, oui. Exactement. Donc, je rappelle ici, donc je vais le refaire. Je vais le refaire rapidement. Donc, on a une fonction, j'oublie toujours le y. Je vais rectifier tout de suite. Ça, c'est f de xy. Voilà, c'est fait. Donc, je veux tracer cette fonction. Je veux tracer la fonction f de xy qui est définie par 1 sur sigma, racine carrée de 2pi, exponentielle, x moins x0. J'ai changé légèrement par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on a représenté avec x0 égale 0, y0 égale 0. C'est clair? Donc, pour juste entraîner un petit changement, comme ça on ne refait pas exactement ce qu'on a fait déjà, j'ai fait un petit changement. Donc, j'ai joué sur un peu vous vous souvenez un peu ce qu'on a trouvé? On a trouvé une courbe de ce genre. C'est clair? C'est ce qu'on appelle la gaussienne. Alors, mais comme vous pouvez voir ici, le point maximum, il est au centre du rectangle. Ça, c'est une surface rectangulaire, carrée plutôt, qu'on a fait la représentation de moins 3 jusqu'à 3, suivant les deux axes. Donc ça, c'est un carré. Et le pic, l'endroit où la fonction est maximale, c'est au centre du carré, c'est-à-dire à l'abscisse ou bien au point d'abscisse x égale 0 et l'ordonnée y égale 0. Mais en mettant moins x0, moins y0, vous allez pouvoir déplacer le maximum. C'est clair? Cette fois-ci, le maximum, il serait au point x0, y0. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que vous avez compris un peu l'expression? L'effet de x0 et de y0. Justement, on va le refaire. D'abord, si on vous donne la formule, vous faites les mathématiques. Donc, si on vous donne la formule, et on vous donne sa représentation graphique, c'est déjà, d'abord, on ne se pose pas comment est-ce qu'on va le faire. On se pose déjà, on veut comprendre un peu l'allure de la fonction. Vous devez être capable de comprendre un peu ce qu'on vous a donné là. Ici, en fait, si on vous donne cette expression, pour x0 égale 0, et y0 égale 0, quand est-ce que la fonction sera maximale? Parce que vous voyez, il y a exponentielle moins. Exponentielle moins. Moins quelque chose qui est positif. Donc, c'est exponentielle une valeur négative. Exponentielle une valeur négative, ça, c'est quelque chose qui est décroissant. Donc, quand x ou bien y tend vers l'infini, la valeur, il tend vers 0. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est la valeur de la courbe. La valeur de la fonction, ce que vous voyez en bleu. Ça s'aligne avec le plan 0, 0. Avec le plan x égale 0, y égale 0. Pas de plan 1, ça reste un plan. C'est le plan de coordonnées x égale 0, y égale à 0.
Donc, à quel niveau il est maximal, la fonction? Il est maximal au centre du carré. Comme vous le voyez bien. Vous voyez, avec le pic, il est au centre. C'est-à-dire à l'axe x égale 0, parce que là, ça varie de moins 3 jusqu'à 3. Ici aussi, ça varie de moins 3 jusqu'à 3. Donc, à x égale 0, y égale 0, ça donne le pic. Alors, quand on change le x0 et y0, quand on change leur valeur, qu'est-ce qu'on va réussir à faire? On va réussir à déplacer avec le pic. Au lieu que ça soit au centre, il va se déplacer. On pourrait bien le régler quelque part ici, ou bien quelque part là. Vous comprenez? En tout cas, on va l'essayer. Regardez, même quand j'ai miniaturisé la table de la fonction, parce que ça, ce que vous voyez derrière, c'est la table de la fonction. Vous voyez, il y a l'axe des y, il y a l'axe des x, et puis il y a l'image par f, ici à l'intersection. Vous voyez bien que partout ces zéros, sauf ici, c'est une forme elliptique. Vous voyez, en fait, il y a sur le tableau, on voit un peu l'effet de l'ellipse. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ah, donc les valeurs, ils sont différentes. Là, il n'y a que des zéros. Allons-y, en fait, on va le tracer. Donc, on va créer et mettre en forme le tableau ci-dessus, qui correspond à x0 égale y0 égale 0, sigma égale 0,7, et xy appartiennent à moins 3,3, à un pas de 0,1, à un pas de 1 dixième. Alors, pour retrouver ce tableau-là, on va passer par Excel. Donc, je vais lancer Excel, vous allez faire au même moment que moi, mais essayez de faire très vite, s'il vous plaît. Je vais le faire de deux manières différentes. La première manière, on va utiliser pour celle-là les références Excel. La deuxième manière, je vais essayer de changer les références par des noms, de travailler par ce qu'on appelle des plages nommées, ce qui va nous permettre de donner un sens aux formules. Au lieu de travailler uniquement avec les références Excel qui n'ont pas de sens, je travaillerai plutôt avec des sens physiques ou bien des sens mathématiques. Donc, je vais travailler sur deux feuilles. La première feuille, donc, je vais représenter la gaussienne en utilisant les références Excel. La deuxième, je vais refaire le même travail, mais cette fois-ci en utilisant la notion de plage nommée. C'est quelque chose qu'on va voir pour la première fois aujourd'hui. Donc, regardez, je vais faire cela. Je vais mettre ici gaussienne. Je suis en train de nommer la feuille gaussienne avec la première façon. Façon 1, je valide. Et ici, je vais mettre gaussienne en utilisant la façon 2. Ah, vous le voyez bien? Parce que j'ai un vidéoprojecteur qui n'est pas fait. Donc, je ne pourrais ça ne dépend pas de moi. Je vais essayer de soulever un petit peu. Comment? Oui. Et puis, voilà. Ça va maintenant? Ça va? Vous arrivez à voir? C'est mieux. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. Voilà. En tout cas, je ne pourrais pas faire mieux. Ça ne dépend pas de moi. J'ai écrit ici gaussienne 1, gaussienne par la méthode 1, façon 1, parce que je vais faire avec deux manières. Gaussienne, façon 2. Vous double-cliquez sur le nom de la feuille et vous tapez le nom. J'ai écrit, je n'ai même pas ramené les stylos, en fait j'ai oublié aussi les stylos. Normalement, vous les trouver ici.
Cherche-moi des stylos, s'il te plaît, rapidement. Merci beaucoup. La gaussienne. La gaussienne, c'est un nom. La gaussienne a une dimension, la gaussienne a deux dimensions. Ici, c'est une gaussienne en deux dimensions. Qu'est-ce qu'on entend la gaussienne? C'est la fonction suivante. La fonction f de xy égale la fonction qui est donnée par cette définition, par cette formule, on l'appelle la gaussienne. C'est-à-dire, on montre que son intégrale, l'intégrale, de moins l'infini à plus l'infini égale à l'unité. La somme de la surface, c'est pas l'unité. Donc, ça, ces valeurs, ils peuvent servir à quoi? Puisque la somme égale à 1. Ça peut servir à constituer des quoi? Des pondérations. De pondération. La pondération. La pondération des individus. Par exemple, je veux déterminer la chance de succès des filles par rapport aux garçons. La chance, la probabilité de succès des filles par rapport aux garçons. Si par exemple je dis que les filles ont 0,5% de chance, ben ça veut dire que les garçons ils ont 0,5%. Il faut que la somme soit égale à 1. 0,5 constitue une pondération. C'est le poids de la probabilité ou bien de la réussite pour les filles est 1,5. Celle des garçons est 1,5. Là, on est juste, on est quitte. Parce que si j'avais dit plus pour les filles, je serais mal vu. Si j'avais inversé, non plus. Donc, et je suis situé à 0,5%, 0,5%. Mais pour ne pas le voir par le sexe, on pourrait donc voir autre chose. Par exemple, le succès des francophones, des anglo-saxons et des arabes, par exemple. Ça, c'est important. Ça parle de race. D'accord? Donc, si on a par exemple un groupe de personnes et je veux étudier l'effet ballon sur le succès ou bien le non-succès des individus. On va donc déterminer cela en affectant des poids. Des poids en disant par exemple, les Arabes ont une chance de 1 tiers, les francophones ont une chance de 1 tiers, et les anglo-saxons une chance de 1 tiers. Ça doit me faire une somme égale à 1. Statistique, au niveau calcul de probabilistique. Vous avez déjà fait la probabilité, calcul de probabilité? Lorsque vous voulez, en fait, vous avez, regardez, vous avez un ensemble d'individus. Vous divisez comme ça. Donc vous avez le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Vous voulez calculer une certaine grandeur comme une sommation et grandeur de chaque groupe. C'est clair? Donc c'est comme si vous avez ici une valeur V1, une valeur V2, une valeur V3. Mais quand même, ces valeurs-là n'ont pas la même probabilité. Vous devez donc leur affecter des coefficients. Un coefficient V1, un coefficient V2 et un coefficient V3. Cette somme des pays doit être égale à 1. Et vous calculez une valeur moyenne qui est donnée par somme des pays. C'est clair? Les pays, on les appelle des coefficients de pondération. Il faut que leur somme soit égale à 1. Il faut que leur somme soit égale à 1. Alors, l'exemple le plus simple pour moi, c'est celui des contrôles. On ne va pas les prendre au même, on va pas les compter au même poids. Le premier contrôle, par exemple, on va le compter à 20%. Le deuxième, à 3%. Et puis le dernier, à 70%. Par exemple, l'examen final, on le compte à 70%. Le deuxième examen, à 30%. Le deuxième contrôle, le premier contrôle, à 20%. Donc, vous voyez bien que quand je fais la somme des pondérations, donc, comme cette fonction, quand vous l'intégrez de moins l'infini à plus l'infini, vous obtenez 1, donc la valeur de ces fonctions peut servir. Les valeurs de ces fonctions peuvent servir de fonction de pondération. On pourrait donc les utiliser pour pondérer des valeurs, afin de calculer des moyennes pondérées. Il s'appelle la gaussienne. La gaussienne. Donc, mais moi, je veux calculer la gaussienne de deux manières différentes. C'est pourquoi j'ai prévu deux feuilles. Donc ici, j'ai appelé cette feuille-là. Vous faites bien attention, s'il vous plaît. La feuille qu'on a là,
Je l'ai appelé par gaussienne façon 1. Façon, vous pouvez dire complètement façon 1. Celle-là, j'ai mis gaussienne façon 2. Donc, on a deux feuilles. Alors, mais regardez bien. Vous allez comprendre que dans les deux feuilles, je vais avoir la même structure. Cette structure-là, je vais l'avoir aussi bien dans la première feuille que dans la deuxième. Ce qui va changer, c'est uniquement la façon de faire la formule, la façon d'introduire la formule. Donc, pour justement ne pas répéter le travail deux fois, je vais sélectionner les deux feuilles, ce qui va me permettre de créer ce qu'on appelle un groupe de feuilles. Remarquez bien, et quand je crée un groupe de feuilles, tout ce que je fais sur la feuille active va se répercuter exactement sur la feuille groupée, sur les autres feuilles du groupe. Ça, je vous ai déjà expliqué comment est-ce qu'on fait des groupes et comment est-ce qu'on va les dissocier. Remarquez bien, pour faire un groupe, vous sélectionnez la première feuille, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur la deuxième feuille. Vous voyez bien que maintenant, les deux sont sélectionnés. Les deux feuilles sont sélectionnées. CTRL, vous cliquez sur la première, ensuite sur CTRL et vous cliquez sur la seconde. Vous avez maintenant créé les deux feuilles groupées. Ils deviennent un seul groupe. Tout ce que vous faites sur l'une apparaîtrait sur l'autre. C'est clair? Regardez, par exemple, je veux faire un titre. Je veux mettre ici tracé de la fonction gaussienne en deux dimensions. Je vais agrandir, comme ça vous pouvez mieux voir. Non, il est désactivé parce que j'ai créé déjà le groupe. Donc je vais désactiver le groupe, dissocier les feuilles. Je vais agrandir pour l'une comme pour l'autre. Pour l'autre aussi, je vais agrandir de la même façon. Et puis je reviendrai recréer le groupe. Donc sur la cellule A1 de la première feuille, j'ai tapé tracé de la fonction gaussienne en deux dimensions. Regardez, en fait, les deux feuilles sont déjà groupées. Vous savez pourquoi je fais ça? Comme ça, je ne refais pas le titre deux fois. Je viens de l'écrire, maintenant il est déjà écrit sur l'autre. Alors ensuite, je vais venir quelque part ici et je vais entrer sigma. Sigma, bon, on veut représenter à 0,7. 0,7. Je vais aussi donner les valeurs pour x0 et y0. x0 et y0. Donc je vais mettre x0, y0. Par défaut, je vais les prendre égal à 0. C'est clair? C'est un choix. C'est juste un choix. Par la suite, on va les modifier. Vous avez le droit de les modifier de moins x min jusqu'à x max. Toutes ces valeurs-là, vous avez le droit de prendre une valeur entre les deux. Oui? Il faut cliquer sur la première, il faut appuyer sur CTRL et vous appuyez sur la seconde. CTRL, il faut le garder appuyé. Il ne faut pas le relâcher. Vous appuyez sur l'autre feuille, vous retirez, puis vous retirez le CTRL. Comment? Ah, mais c'est 0.
un travail pour deux. On ne répète pas besoin. Donc, si jamais vous voulez avoir la même disposition dans une feuille, vous pouvez sélectionner. Il travaille sur une seule feuille, ça va se répercuter sur les autres. Comment? Oui. Hein? Donc, la première mondiale, avec cette petite, moi, je ne sais pas compris. On est couleur, un couleur verte. Il n'y a pas un critère de droit. Un critère de droit, c'est-à-dire les actifs. Alors, quand on a des actifs, ils acceptent pas cette utile. Ça marche pour vous? Il ne faut pas hésiter à rappeler si ça ne marche pas. Si vous n'avez pas réussi à faire un point donné, vous m'appelez.
Pour vous, ça va? On pourrait continuer. Moi, j'ai quand même à vous faire cette remarque. Parce qu'on est un peu relâché. Ah, comme relâché, relâché, vraiment relâché. Et quand on fait une chose, là, il a fait une minute ou la deux pour l'apprendre, ça, une minute ou deux. Ça, 10 minutes. Si on multiplie à chaque fois par 5, ce qu'on doit faire en 2 heures, qu'est-ce que ça les 10 heures. Et on ne va pas s'en sortir. Donc, essayez de s'accrocher un petit peu. Pourtant, ce qu'on a dit, il est très simple. Lorsque vous cliquez sur deux feuilles en appuyant sur contrôle, tout ce que vous faites sur l'une va se répercuter sur l'autre. C'est là. هذه شحال خصها ديال الوقت باش تفهموها والو دونك ما خصناش عاوتاني شي واحد اللي كان كيسمعها وما كيديرهاش وبالتالي كيبدا يكتب في واحد الورقه وملي كيجي يشوف ورقه اخرى ما كيلقى فيها والو كيخصنا نعاودو عاوتاني ça marche pas comme ça. Alors, donc, d'abord, je suppose, bien, tout le monde est arrivé là. Yes, c'est le cas. Sauf, bien sûr, l'homme des exceptions. Je comprends pourquoi. Alors, continuons. Vous savez qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Je veux faire ici, à partir de là, à partir de la cellule B9, je veux mettre les valeurs de Y, la distribution des valeurs pour Y. Je veux que ça varie de moins 3 jusqu'à 3, à 1 dixième. Je veux graduer l'axe Y de moins 3 jusqu'à 3
et la valeur de la graduation, c'est égal à 1 dixième. Donc, si je commence de moins 3, le point suivant, il aura quelle abscisse? Moins 2,9. Très bien. Ça, c'est nécessaire pour Excel. Quand vous donnez deux valeurs successives et que vous les sélectionnez toutes les deux, si vous les prenez à partir du poignet et que vous les faites descendre vers le bas, ben Excel, il fera la suite. Donc, vous allez pouvoir générer toutes les valeurs jusqu'à 3. Et on relâche. Donc, la distribution des valeurs que je viens de créer sur cette feuille, je l'ai créée par la même occasion sur l'autre feuille. C'est clair? Puisque c'est sélectionné, et je veux donc en profiter, je vais les colorier. Vous avez saisi les deux valeurs, moins 3 et moins 2,9. Vous les sélectionnez toutes les deux, et vous tirez à partir du rectangle, le petit rectangle noir. Ah, parce qu'il n'y a plus de feuilles associées. Parce qu'il n'y a pas de feuilles associées pour moi. Éventuellement pour toi aussi. Donc je vais reprendre. Je vais mettre moins 3 ici et moins 2,9. Quand même, j'irai voir. J'irai voir sur l'autre feuille. Mais on est loin, on est un peu loin. On était un peu loin. Donc il l'a déjà fait. Sauf que sur l'autre feuille, éventuellement, tu étais loin, comme moi d'ailleurs. Alors je vais copier jusqu'à ce que je crée 3. Voilà, et je relâche. J'irai voir sur l'autre, ça se crée. Tu vois? Alors je fais la même chose à partir de C8. À partir de C8. À partir de C8. Comment? Jusqu'à 3. Jusqu'à 3. De moins 3 jusqu'à 3. Comme ça serait symétrique autour de 0. Centré autour de 0. Alors, je ferai la même chose pour x. Donc, je vais commencer la première valeur de x à partir de C8. C8. Je vais donc taper moins 3. Je vais taper aussi moins 2,9. Moins 2,9. Je vais sélectionner les deux valeurs. Et je vais aussi déplacer. Je déplace jusqu'à ce que je compte ou ce que j'atteins la valeur 3. Voilà. Ensuite, je relâche. J'ai créé notre distribution. Alors ensuite, voilà ce que je vais faire. Ce que je vais faire ensuite, c'est... Vous savez qu'est-ce que je veux faire? En réalité, je veux réduire la largeur de ces colonnes. Je veux la réduire un petit peu. Donc, je vais sélectionner les colonnes à partir de la colonne C, en cliquant sur l'entête de la colonne, sur C. Je vais cliquer, je ne vais pas relâcher, je vais déplacer jusqu'à la colonne qui contient la valeur 3. De cette manière. Voilà, et je relâche. Ils sont trop larges. Je veux réduire un petit peu leur largeur. J'attends qu'ils me donnent la main, parce qu'à chaque fois que je le fais, ça fait souffrir un petit peu Excel. En fait, ça fait souffrir mon ordinateur, parce que c'est un ordinateur qui est très saturé. Et comme je suis en train de filmer aussi, ça devient encore plus lent. Là, il est en train de... Comment? Quoi? Les lignes, non. Les lignes, non. D'abord, les colonnes, ils sont plus larges que les lignes. La largeur d'hier. Il faut sélectionner les différentes colonnes. Depuis la colonne C, depuis C. Si tu vas cliquer, laisse C. Alors la lettre C. Il faut, il faut pas relâcher. Il faut faire déplacer. Et là, on a qu'un signe, appelez la main. يمكن ما عطاني لا main لا والو.
Ah. أنا بالنسبة لي c'est bloqué. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dû terminer sur le poste de quelqu'un parmi vous. Ben, ça serait pareil aujourd'hui aussi. Ma machine est bloquée. Ah, voilà. Excel est bloqué. Windows aussi. Allez, Allah, il donne la main. Alors, je refais, je vais refaire, je vais tenter de faire encore une fois. J'espère qu'il ne va pas se bloquer. Donc, je vais commencer à partir de C et je vais avancer jusqu'à PK. S'il vous plaît, doucement, doucement, doucement. Vous avez déjà réussi à réduire les largeurs? Alors, voilà, moi je vais pouvoir le faire aussi. Voilà, ça marche. Voilà. En fin de compte, on a parvenu à le faire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore? Bon, je vais colorier les différentes zones. Je vais les colorier juste pour mettre en forme un peu mon tableau. Donc, je vais donner certaines couleurs à l'ensemble des X. Donc, je sélectionne cette fois-ci les cellules jusqu'à 3. Voilà, et je leur donne une couleur de votre choix. Je vais prendre cette couleur, par exemple. Je vais faire la même pour toutes les données, pour Y aussi. La même couleur. Bon, les données qu'on a là, c'est des paramètres. Si je leur donne la même couleur, voilà, maintenant je fais le calcul. Alors, mais avant de faire le calcul, en fait, je vais aussi changer les caractéristiques du titre. Je vais le prendre avec une taille un peu plus grande. Je vais en fait centrer le titre sur toute la largeur. BK, je centre.
Donc en allant vers fusionner et centrer. Je vais centrer aussi verticalement. Vous voyez, le titre, cette fois-ci, il est au centre. Si vous réduisez, par exemple, le zoom, vous allez le voir. Vous voyez, il est au centre. Il est au centre du tableau. Pour centrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut sélectionner la première cellule. Je vais défusionner. Il faut sélectionner la première cellule qui contient la valeur. Il faut continuer à sélectionner jusqu'à la colonne DK. D'accord? C'est-à-dire sur toute la largeur du tableau. Et puis, vous cliquez sur fusionner et centrer. Sur ce bouton-là. Vous l'avez sur le alignement, sur le groupe alignement, dans le panneau accueil. Fusionner et centrer. Je vais l'écrire avec une taille un peu plus grande, parce que comme j'ai assez d'espace, je vais l'écrire avec une taille plus grande. Alors, si je reviens au zoom, un zoom plus grand, vous pouvez bien constater ce qu'on a fait. Vous voyez, en fait, maintenant, c'est un peu miniaturisé, mais vous voyez que le titre, il est au centre. On pourrait même agrandir encore, parce que comme il est grand, donc je pourrais agrandir de cette manière. C'est tout. Donc, tout ce qu'on veut avoir de commun entre les deux feuilles, on l'a déjà saisi. Donc, il faut maintenant dissocier les deux feuilles. Regardez, si j'irai vers l'autre feuille, je dois trouver la même chose. La même chose qui a été faite. Vous voyez? C'est la même chose qui a été faite dans les deux feuilles. C'est ça la partie commune. Tout ce que je vais faire par la suite, je vais le faire différemment. Donc, ce que je vais faire, je vais donc dissocier le groupe. Je vais casser le lien entre les feuilles. Pour le faire sur 2007, ceux qui ont Excel 2007 ou bien 2010, ils doivent cliquer sur le bouton droit sur l'onglet de la feuille, de l'une des deux feuilles. Ils vont aller vers dissocier les feuilles. Ils doivent cliquer sur dissocier les feuilles. Pour les autres qui ont une version antérieure, il faut qu'ils mettent CTRL et ils cliquent sur les feuilles. Chaque fois que vous cliquez sur une feuille qui fait partie d'un groupe, avec CTRL, vous allez la retirer du groupe. S'il ne fait pas partie, vous allez l'ajouter. C'est clair? C'est donc avec la même manière que vous avez ajouté, c'est la même que vous devez utiliser pour retirer une feuille d'un groupe. Comment? راه سهله دابا شكون اللي احسن regarde ها هو غادي نكري لك انا لي فوي اللي بغيتي بحال هكا ها هو شاك فوا كتكليكي راه كتكري اون اوتر فوي دابا الا كان خصك دير لو ميم طرافاي في بوكو دو فوي بو امبورط لو نومبر ديالهم شكون احسن واش دير لو طرافاي وتعاودو اولا تسيليكسيوني هاد لا فوي هادي وهادي كدير كونترول كتبقى تكليكي عليهم بحال هكا دابا هادو مجموعين ولاو كيكونوا جروب واحد وغتبدا تصايب دابا اللي صايبتيها في وحده راه غتبان فيهم كلهم دابا بغيتي تحيدهم غادي دير كونترول عاوتاني تبدا تكليكي عليهم هما نيت باش كتحيدهم ها هما كنطيروا فيهم شفتي صافي ساهله الا كانت كاع 100 100 كليك هي 100 سكوند هي 1 مينوت وشي شويه ولكن راه الا بغيتي تعاود 100 فوا سافا فو كوتي 2 زور دونك شكون احسن 1 مينوت ولا 2 زور il faut aller comme ça هذا هو راه il a pensé à nous لأن كاينين دي سيتوياسيون où il faut faire le même travail 10 fois 100 fois ما نظنش ما كايناش شي حاجه اللي غادي تعاودها 100 مره سينون كيخصك تبروغرامي ملي نبداو نبروغرامي وغادي تعاود 1 مليون دو فوا الا بغيتي تعاود 1 مليون دو فوا vous pouvez le faire mais avec la programmation faut écrire un programme ça c'est la répétition il est automatisé c'est le programme qui va prendre en charge la répétition d'abord c'est une répétition qu'on est en train de faire manuellement ولكن quand même Excel il nous a facilité la tâche. D'ailleurs, on pourrait bien le voir ici. Regardez, je vais supprimer ces feuilles. Toutes ces feuilles-là que j'ai ajoutées, je vais les supprimer. J'ai besoin uniquement de mes feuilles, de mes 3 feuilles. Regardez, en fait, ce que j'ai fait là, je le retrouve ici. Ça, c'est bien, en fait, parce que si jamais je devrais le répéter, c'est pas moins d'un quart d'heure fois 2. Alors, revenons à la première feuille maintenant. Vous voyez, je les ai dissociées. Les deux feuilles ne sont plus associées. Alors, je vais revenir là et je vais taper la formule. Là, mais je vais agrandir, bien sûr. Je vais revenir au zoom 100%. Ou un peu plus.
je veux bien saisir ici un calcul. Quelle est la formule par laquelle je vais calculer? C'est celle-là. C'est cette formule-là. Je rappelle la formule. C'est clair? Donc, je vais la noter au tableau. Je vais la noter au tableau, comme ça tout le monde verra la formule. La formule est donnée par f de x, y égale 1 sur, vous pouvez me dicter s'il vous plaît, sigma racine de pi exponentielle moins x0 au carré, y moins y0 au carré, le tout sur pi sigma au carré. 2 sigma au carré. Voilà. C'est ça notre formule. Allons-y, on va la faire. C'est ce que je dois entrer ici. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le signe égal. Ensuite, je dois aller sélectionner les différentes valeurs. D'abord, comme je commence par un rapport 1 sur, ce dénominateur-là, je vais le laisser à la fin. Je vais commencer donc par le numérateur. Le numérateur, ça commence par exponentielle. Donc, je vais écrire exponentielle moins. Moins quoi? Moins un rapport. Moins un rapport. Et le rapport, il commence par une addition, par une sommation. Donc, je mets les parenthèses pour sommer. C'est clair? Je mets ces parenthèses-là. Ça, c'est pour contenir la somme. Divisé par 2 sigma au carré. Yek? La par pi sigma au carré. Par 2 sigma au carré. Ce 2 sigma au carré, c'est un dénominateur. Il faut que je le mette entre parenthèses. Donc, je mets parenthèse, comme ça. Je ferme la parenthèse de la fonction. Vous ne voyez pas très bien? Je vais agrandir encore. Alors, je répète. Égal. Là, vous arrivez à voir? C'est mieux? Égal. Alors, vous savez, parfois, je vais commencer par ça. Par ça. D'accord? Donc, je pourrais vous donner la notation Excel. La notation Excel, c'est, pour E, on va le changer par EXP. C'est clair? Ensuite, je mets des parenthèses, parce que c'est une fonction. Et qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur du parenthèse? C'est un rapport. La notation mathématique, ça s'écrit comme ça. A sur B. C'est ça la notation mathématique. Moi, je ne vais pas faire de cette manière. La notation Excel m'oblige à écrire de cette manière. À écrire A sur B. C'est quoi A? A, c'est tout ça. D'accord? Donc, c'est une somme. Mais quand vous avez une somme divisée par quelque chose, il faut mettre le terme de la somme entre parenthèses. Donc, je dois mettre parenthèse pour donc faire A plus B. Ou bien petit a plus petit b. Divisé par C. Là, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez diviser plus B par C. Donc, vous devez écrire les parenthèses comme ça. C'est clair? Et A, c'est quoi? A, c'est x moins x0 au carré. Donc, vous devez aussi mettre encore les parenthèses pour mettre x moins x0 au carré. Le carré sur Excel, ça s'écrit par chapeau 2. Chapeau 2. Chapeau 2. Plus y plus y0, chapeau 2. Tout ça, c'est la somme. C'est dans tout ceci. C'est ce qui est au-dessus du trait. C'est ce qui est au-dessus du trait horizontal. Le moins, il est là. D'accord? Donc, je dois le mettre entre parenthèses. Maintenant, je divise, et qu'est-ce que je dois mettre en bas? Ce qui est en dessous du trait horizontal. Et ça aussi, c'est un produit. Donc, il faudrait que je le mette entre parenthèses. Parce que si jamais vous ne mettez pas les parenthèses, vous mettez A fois B, comme ça, vous allez diviser que par A, et le tout, vous allez multiplier par B.
Or, moi, je veux diviser par A fois B. Donc, je dois mettre encore les parenthèses. Ici, A, c'est 2, et B, c'est sigma au carré. Donc, je dois écrire comme ça. Sigma, chapeau, 2. Et puis, sans oublier la parenthèse fermante de la fonction. Vous voyez, je dois écrire comme ça. Mais, une fois que j'aurai tout écrit, il faut que je n'oublie pas de diviser par sigma, racine de 2pi. Donc, tout ça, je vais le diviser par. Je ne vais plus écrire là, je ne vais pas écrire là, je vais écrire ici. Et vous devez comprendre que c'est la suite. Donc, ce que je dois mettre, c'est encore les parenthèses. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, vous allez diviser par sigma et vous allez multiplier par racine de pi. Donc, je mets sigma multiplié par racine. C'est une fonction intégrée dans Excel. Pour calculer la racine carrée, vous écrivez racine en français. Racine, entre parenthèses, 2 fois pi. Pi est une fonction aussi intégrée sur Excel qui s'écrit par pi, mais avec des parenthèses vides. Comme ça. Vous voyez? Voilà donc l'écriture de la formule Excel. Alors, on n'a pas encore trouvé la formule, parce que x c'est quoi en fin de compte? X c'est une référence. X c'est cette valeur. Y c'est cette valeur. Donc il va falloir que je change x par, pour mon cas, pour cette cellule-là, il va falloir que je change x par C8. Donc sachant que vous allez changer x par C8, vous allez changer y par B9, vous allez changer x0 par, où est-ce qu'il est x0? Il est dans B5, par B5. Vous allez changer y0 par B6. Vous allez changer sigma par B4. Donc, à l'intérieur de la formule, vous devez modifier x, y, x0, y0, sigma par ces références. Plus encore, cette formule, vous allez la copier, vous allez la déplacer. N'est-ce pas? On va la déplacer. Et attention, si par exemple je la déplace horizontalement, je ne vais plus travailler avec moins 3, je vais travailler avec moins 2,9. Donc le x, il doit changer. Il faut que je change B8 par C8. C'est clair? Donc le B pour x, je suis désolé, le C par D. Il faut que je change C par D. Donc ça doit passer à D. D8. Mais attention, quand je vais copier verticalement, lorsque je vais copier verticalement, je dois rester dans le x, je dois le chercher dans la même colonne, dans la même ligne. Donc, je dois bloquer le changement de la ligne. Et par suite, ce 8-là, il faut que je le précède par $. Comme ça, quand je vais copier verticalement, ça ne va pas changer. Le raisonnement est symétrique pour Y. Pour Y, il faut que je bloque le B. X0, Y0, ils sont toujours placés dans la même cellule pour tout le tableau. Donc, il va falloir que je mette un $, avant le B et avant le 5 pour le X0, de même que pour le Y0, de même que pour le sigma. Vous voyez, c'est ça les références avec lesquelles je dois travailler dans la formule. Allons-y, on va compléter la formule. Donc, je vais écrire égal exponentielle moins, entre parenthèses, ça c'est pour faire la somme. À l'intérieur, donc, je vais faire 2 carrés, c'est la somme de 2 carrés. Donc, je vais mettre 2 parenthèses plus x. Donc, je vais saisir le x, c'est ça le x. D'accord? Mais, en appuyant sur F4, je vais donc bloquer la ligne. Plus x0, ou plutôt moins x0. Pour le x0, je dois bloquer tout. Et j'élève le tout au carré. Donc, je mets chapeau 2. Là, je raisonne sur y. Donc, je mets y. Mais c'est plutôt le b qui doit être bloqué. Moins y0. Et c'est tout qui doit être bloqué. Que j'élève au carré. Chapeau 2. Voilà, j'ai fait donc le x moins x0 au carré
plus y moins y0 au carré. Je vais donc passer à la division, divisé par, entre parenthèses, 2 sigma au carré. 2 sigma au carré. Donc je mets 2 multiplié par sigma, c'est ce qu'on a là, et je dois donc mettre les dollars pour les deux, au carré, donc je mets chapeau 2, je ferme la parenthèse de l'exponentielle, et puis je fais la division pour le dénominateur de l'expression globale, que je dois mettre entre parenthèses, et là, à l'intérieur, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre 2 sigma racine de 2pi. Donc je mets sigma d'abord, sigma, je dois toujours mettre les dollars, multiplié par racine carrée de quoi? Racine, j'ai oublié le E. De quoi? Racine de 2pi. Donc 2 multiplié par pi, parenthèse. Voilà, c'est tout. La formule, il est correcte comme ça. Je vais attendre, je vais vous laisser la formule. En tout cas, je vais valider pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Ça marche. Donc, je vous montre maintenant la formule. Voici la formule. Vous arrivez à la voir? Ou bien j'agrandis un petit peu? C'est bon. Regardez, s'il vous plaît, quand vous appuyez sur chapeau, ne s'attendez pas à ce qu'il apparaisse. Ça va apparaître qu'une fois que vous saisissez le 2. C'est clair? Comme lorsqu'on écrit le verbe être. On appuie sur chapeau, ensuite E. Et c'est là où vous voyez le chapeau. La formule, c'est des fonctions des fois. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut le faire, c'est la concentration. Donc, bien concentrer,
هذا ماشي زيرو parfait. C'est une valeur peut-être 0,0001 ولا 8 les zéros عاد نلقاو le premier chiffre non nul. Vous voyez ici je suis en train d'agrandir. دابا هنا عاد بان لنا le 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc normalement خص لي نلقى 0,6 10 moins 8 مزيان. 0,6 10 moins 6 ou la 6 10 moins 9 6 moins 9 صافي مزيان il y a 10 moins 10 à la puissance صافي مزيان c'est bon 0 elle a حساب l'affichage donc si vous mettez moins de chiffres après la virgule par exemple si vous réglez un seul chiffre après la virgule ou la 0 chiffre après la virgule ça va apparaître comme ça. Voilà. La formule, elle est là.
L'affichage, on a pris peu de chiffres à faire. On n'a pas pris beaucoup de chiffres à faire. La chignolle, un 10 moins 10. Il y a deux notations pour les membres. Vous avez deux notations. Vous pouvez utiliser, vous les constantes. Vous la constante des gaz parfaits. La constante R. Voilà, vous les. Voilà, 0,0000. Il est caché, les résultats bon, R égale 8. 10 moins 7 ou la moins 8. C'est une notation scientifique. La notation scientifique. C'est une notation décimale. Donc, pour les infiniment petits, les infiniment petits, pour les infiniment grands aussi, voilà, très grand. La notation 3, 0, 0, allons-y. Il ne reste qu'à copier. Je vais copier donc la donnée de part et d'autre. Je vais copier donc horizontalement jusqu'à en face de 3. Voilà, c'est fait. Et je vais double-cliquer ici pour prolonger les valeurs, pour copier les formules en bas, de cette manière. Regardez, si je réduis l'affichage, vous allez voir un peu la forme que nous voulons obtenir. Vous voyez, partout, il y a des zéros. Partout. À un moment donné, au centre, je vais agrandir un petit peu parce que ce n'est pas suffisamment grand pour voir les changements. Je vais agrandir un petit peu. J'espère qu'il ne se bloque pas encore une fois. Voilà. Pour continuer, vous allez donc prolonger la formule horizontalement jusqu'à en face de 3. Ensuite, vous double-cliquez sur le petit rectangle noir en bas. Le petit rectangle, vous double-cliquez dessus. Parce que moi, j'ai changé en mettant, au niveau du format, j'ai mis un seul chiffre. Je vais mettre un seul chiffre seulement. Je
veux quand même que vous constatiez qu'il y a un changement. Voilà, maintenant ça se voit. D'accord? Vous voyez la forme que nous voulons obtenir. Ça, c'est un peu la forme 3D projetée vue en haut, vue d'en haut. C'est comme si vous prenez la courbe et vous la voyez en haut. Vous allez voir alors une forme d'une ellipse, d'un cercle. Ici, puisque X et Y sont symétriques, ils ont le même effet sur la fonction, c'est un cercle plutôt. C'est un cercle. C'est ce qu'on appelle les isoconstantes. Si vous coupez par un plan horizontal, vous obtenez un cercle. Essayez de réduire jusqu'à ce que vous voyez ça. Vous voyez en fait au niveau du tableau. Vous voyez qu'est-ce que vous avez là? Vous avez des valeurs qui sont non nulles. Et partout ailleurs, c'est nul. Partout ailleurs, c'est nul. Alors, j'ai calculé sur la première feuille. Je vais aller calculer sur la deuxième feuille, mais autrement. Vous voyez un petit peu, rappelez-vous de cette formule qu'on a créée ici. La formule qu'on a créée là. Ici. Rappelez-vous de cette formule. Regardez, est-ce que quelqu'un peut voir le X et le Y? Le X0 et le Y0. Sigma, etc. On ne les voit pas dans la formule. On voit que des C8, des B9. Vous voyez, ce n'est pas très clair, ce n'est pas très significatif. Quand vous travaillez avec les références, Excel, vous obtenez des formules dépourvues de sens. Mais donc, ça sens. Dépourvues, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de sens. C'est clair? Alors, regardez. Je vais donc aller faire le même travail sur l'autre feuille. La feuille que j'ai créée avant. C'est clair? Mais, avant de se lancer dans le calcul, je vais agrandir déjà. Je vous demande de nommer les cellules, de leur attribuer des noms significatifs. Regardez, je vais agrandir un petit peu, encore. Oh mon Dieu. Regardez, je vous demande de venir là, en face des données qui contiennent, en face des cellules qui contiennent les données. Et je vous demande, au lieu de travailler avec B4, actuellement, cette cellule, il s'appelle B4. Je vais transformer le B4 par un nom significatif. C'est clair? Regardez, comment on va faire? Vous sélectionnez la cellule que vous voulez nommer, d'accord? Vous irez vers formule, et vous irez vers gestionnaire de nom. Gestionnaire de nom. C'est clair? Vous suivez tous? On va donc sélectionner la cellule que nous voulons nommer. On va aller vers le panneau formule, ensuite vers gestionnaire de nom. On clique sur gestionnaire de nom. Et puis on clique sur nouveau pour créer un nouveau nom. Gestionnaire de nom. Ah, le registre. Le registre qui dit les dossiers dialogue. Alors, vous cliquez sur nouveau. Vous voyez, il vous propose tout de suite un nom. Quel est le nom qu'il nous a proposé? Le nom qui est juste à gauche. Mais attention, ne faites pas l'erreur d'aller nommer le texte. Il ne faut pas nommer le texte, il faut nommer là où il y a 0,7. C'est clair? Alors, je valide. Et regardez, ça contient déjà les dollars. B4, avec les 2 $, on va le substituer par sigma. Vous voyez? Je valide. Je viens de créer un premier nom. Je ferme et je vais nommer les autres aussi, de la même façon. Donc, je sélectionne l'endroit qui contient la valeur de X0 et je vais donc cliquer encore sur gestionnaire de nom. Je clique sur nouveau. Il va me proposer X0. Je vais lui attribuer ce nom. Et là, il y a aussi les 2 $. C'est bien. Je sais que pour toi, tu ne vas pas trouver la même démarche. Je vais te montrer non,
Est-ce que tout le monde a réussi à faire la table? Ici, par la deuxième méthode, on n'a plus besoin de faire les dollars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de nommer les cellules. On est en train de les nommer. Et les dollars, ils sont encapsulés dans le nom. Les dollars, on va les cacher dans les noms. C'est ce qu'on appelle justement l'encapsulation. Encapsuler quelque chose, ça veut dire le cacher. On ne veut plus être perturbé par ces choses-là. Donc on les encapsule. C'est clair? Alors regardez. Jusqu'à présent, j'ai nommé deux plages, deux zones. Sigma x0. Donc je ferme et je vais donc aller continuer la nomination. Je vais nommer encore celui-là. C'est clair? Je vais donc cliquer sur gestionnaire de nom. Et aussi, il va me proposer, quand je mets nouveau, il me propose le nom qui est à gauche. Donc, je le nomme par Y. Et là, vous voyez, il y a les dollars. Donc, derrière Y0, on cache les 2 dollars. Regardez. J'ai nommé donc les 3 zones. C'est pas fini. Il va falloir que je nomme maintenant cette plage. Toute cette plage. Toute celle-là. Toute cette plage, je la nomme par quoi, à votre avis? Par X. C'est la zone des X. Toute la plage. Regardez, je sélectionne de moins 3 jusqu'à 3. C'est clair? Donc, j'ai le droit de nommer une suite de cellules, une plage de cellules. Il faut sélectionner alors toute la plage, il faut cliquer sur gestionnaire de nom. Là, par contre, il ne va pas me proposer de nom. Vous comprenez bien sûr pourquoi? Parce que j'ai sélectionné beaucoup de cellules. Donc, c'est à moi de les nommer. Je vais les nommer par grand X. Et je vais maintenant fermer. Je vais faire la même chose pour Y. Gestionnaire de nom, nouveau, je le nomme par grand Y. Vous voyez maintenant les noms qu'on a créés. On a créé le sigma, X, X0, Y, Y0.
Donc, justement, c'est ce qu'on a dans la formule. Ce sont les noms des variables et des paramètres qu'on a dans la formule. Donc, on va réussir à transposer la formule telle qu'elle est. La formule à tous les valeurs Excel. On va commencer à voir la formule telle qu'on l'a vue en maths, on va commencer à la voir en Excel. Et donc, on a maintenu la sémantique de la formule. On a préservé la sémantique de la formule. Regardez, donc je vais fermer et je vais donc tranquillement faire la formule. Regardez, mais avant de faire la formule, par exemple, si je mets ici, quelque part, je me mets quelque part et je mets égal x, égal grand X. Regardez, pour travailler avec les zones nommées, avec les plages nommées, appuyez sur F3. Si j'appuie sur F3, il me fait sortir les plages nommées. Pour certains, vous devez appuyer sur Fn, F3, comme d'habitude. Lorsque je vous dis appuyer sur F4, vous devez mettre Fn, F4. Lorsque je vous dis sur F3, Fn, F3. Pour certains, par contre, vous appuyez directement sur la fonction. Alors, si par exemple je mets égal à x, qu'est-ce qu'il va donner alors, ici? Quelle valeur doit-il donner? Celle qui est au-dessus. C'est comme si je fais une projection sur l'axe des x. C'est comme si je fais une projection sur l'axe des x. Donc il va donner moins 2,4. Et si je fais déplacer la formule vers le bas, tout ça c'est une formule, on a mis égal à x. Si je déplace vers le bas, c'est la même valeur. Parce qu'on n'a pas changé, horizontalement. Mais si je change horizontalement, comme ça, il va me donner toujours les valeurs qui sont au-dessus. Donc vous voyez, donc si je mets égal à x, j'obtiens exactement la valeur de x correspondante. Si je change la formule en mettant égal à y, ben, il va me donner la valeur de y. Cette fois-ci, si je copie horizontalement, pas de changement, parce que la valeur de y, il est sur la verticale. Si je copie verticalement, il va me donner les autres valeurs de y. Donc, on n'a plus de problème par rapport à ces paramètres. Je vais pouvoir faire ma formule facilement. Regardez, je reviens maintenant faire ma formule. Égale, exponentielle, moins, parenthèse encore une fois, F3, à chaque fois que je veux faire sortir une variable, une plage nommée, je mets F3. X moins F3, X0, je ferme la parenthèse, j'élève au carré, plus, j'ouvre la parenthèse, F3, Y, moins F3, Y0. Vous voyez, en fait, la formule, je la préserve telle que je l'ai dans la formule mathématique. À la puissance 2, au carré, je ferme la parenthèse. Ça, c'est le numérateur qu'on a au niveau de la fonction. Maintenant, je divise le dénominateur. Le dénominateur, c'est 2 sigma au carré. 2 multiplié par F3, je fais sigma à la puissance 2, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse de la fonction, je divise par le dernier dénominateur, le sigma racine carrée de pi, que je mets entre parenthèses. F3 pour faire sortir sigma, pour sélectionner le sigma, multiplié par racine carrée, entre parenthèses, 2 multiplié par pi, entre parenthèses, je ferme la parenthèse de la racine carrée, la parenthèse du dénominateur, et puis je valide. Et regardez ma formule, elle est transparente. C'est une formule qui respecte la sémantique de l'expression. C'est une écriture qui respecte la sémantique de la fonction. Chacun qui lira cette fonction, il va lire exponentielle moins x moins x au carré, plus y moins y au carré, divisé par 2 sigma au carré, tout divisé par sigma, racine carrée de 2 fois pi. Donc, c'est comme si on a préservé le sens de la formule. C'est nettement mieux que de voir au lieu de x0, de voir x0, b5, y0, b6. Vous voyez, b5, b6, ça n'a pas de sens. Et par la même occasion, c'est débarrasser des dollars. Donc, on n'utilise plus les dollars parce qu'on les a encapsulés dans les plages nommées. Quand on a nommé les plages, on a fait disparaître les dollars. Maintenant, il faudrait copier la formule. Je vais la copier dans ce sens. Voilà. Ensuite, un double clic. Et ça marche. On a obtenu la même expression.
Vous voyez la fameuse ellipse qu'on a. Vous voyez, en fait, on la voit comme une ellipse, tout simplement parce que la largeur de la valeur est plus grande que la hauteur de l'ellipse. Si on avait mis la même valeur pour la largeur et pour la hauteur, on obtiendrait un cercle. C'est comme si on a changé un peu la courbe, vous voyez là. Cette courbe, la courbe, elle va couper par un plan parallèle à celui-là. Vous faites une courbe, vous obtenez un cercle. C'est clair. Après l'équation du x carré, moins x0 au carré plus y moins y0 au carré. Ça, c'est l'équation d'un cercle. La formule, elle est là. Voilà. Moi, je vais arrêter ça.